va nous permettre de faire la différence entre les céphalées aiguës, brutales, et les céphalées progressives récentes qui nécessitent l'imagerie en urgence et les céphalées chroniques habituelles qui ne nécessitent pas d'imagerie en urgence. Donc il faut noter que tout céphalée aiguë, brutale en coup de tonnerre chez un patient non connu céphalalgique et suspect d'hémorragie sous-arachnoïdienne jusqu'à preuve du contraire et impose la réalisation d'une imagerie vasculaire. Alors, quelle imagerie on va utiliser pour explorer les céphalées? Nous avons l'angioscanner qui est l'examen de première intention, notamment le contraste spontané qui est indispensable à la recherche d'hémorragie sous-arachnoïdienne et l'injection de produits de contraste, même si les acquisitions spontanées sont normales, il faut réaliser cette injection avec une acquisition artérielle avec le bolus tracking et une acquisition au temps veineuse 45 secondes après l'injection du produit de contraste. L'IRM est peut-être en complément à l'angioscanner. Donc, à l'étage crânien, nous allons réaliser des protocoles sagittales T1 en coupe sagittale T1 ou bien en 3D. Les coronales T2 qui vont nous permettre d'explorer les orbites et la gaine des nerfs. Les axiales T2 étoiles qui vont nous permettre de rechercher des stigmates hémorragiques ou bien le thrombus intraveineux. Les flaires axiales vont nous permettre donc de rechercher des hémorragies sous-arachnoïdiennes et les œdèmes, la diffusion axiale d'ischémie et l'ARM 3D TOF va nous permettre de rechercher donc des anévrismes ou bien un syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible et le 3D T1 à la recherche de thrombose veineuse. À l'étage cervical, on va réaliser un T1 FAST spin echo. Spin T1 FAST spin echo 3D à la recherche d'hématomes de parois, notamment dans la dissection carotidienne, et l'ARM des troncs supraartériques. Donc, on va être amené à réaliser l'artériographie dans un but diagnostique sur des anomalies artérielles, mais surtout des fistules durales qui sont de diagnostic difficiles à l'imagerie, et dans le but thérapeutique, notamment dans les embolisations. Donc, nous allons passer en revue ces différentes causes vasculaires de céphalée. Nous avons l'hémorragie sous-arachnoïdienne anévrismale, qui est la présence de sang, l'hémorragie sous-arachnoïdienne, présence de sang dans le LCR, donc dans les espaces sous-arachnoïdiens. Donc dans 85% des cas, cette hémorragie est due à une rupture d'anévrisme. Donc il faut différencier les hémorragies sous-arachnoïdiennes des citernes de la base qui sont souvent dues à une rupture d'anévrisme, des hémorragies sous-arachnoïdiennes isolées des sillons de la convexité. Donc cliniquement, ça va donner des céphalées brutales, donc en coup de tonnerre. Donc le patient est capable de vous dire l'heure exacte où est survenue les céphalées. Donc c'est des céphalées qu'il n'a jamais eu de sa vie. Donc, le scanner sans injection de produit de contraste va nous montrer des hyperdensités spontanées au niveau des citernes de la base, des vallées sylviennes, des sillons corticaux. Donc il faut savoir que donc, la sensibilité du scanner diminue avec le temps. Donc à une semaine de l'hémorragie, le scanner retrouve environ 50% des hémorragies sous-arachnoïdiennes. Donc d'où le recours à l'IRM avec la séquence flair au mieux en 3D. Il faut aussi noter qu'un scanner normal et une IRM normale n'éliminent pas une hémorragie sous-arachnoïdienne, surtout lorsqu'on est dans le cadre d'une forte suspicion clinique. Donc il faut réaliser la ponction lombaire. Donc sur les acquisitions non injectées, deux signes nous permettent de présager de l'origine de l'hémorragie. On a l'abondance de l'hémorragie. Ici, on a une hémorragie sous-arachnoïdienne qui est abondante au niveau de la vallée sylvienne. Donc une hémorragie sous-arachnoïdienne au niveau des fissures interhémisphériques va être suspecte de rupture d'anévrisme de la communicante antérieure. Une hémorragie au niveau du V4, abondant au niveau du V4, va suspecter une origine de la pica. Donc, l'autre signe, c'est la présence d'une hypodensité ici, au sein de l'hémorragie abondante. Donc, sur les acquisitions non injectées, on voit une image d'addition au niveau de la bifurcation sylvienne qui signe l'hémorragie, qui signe l'anévrisme. Donc, les anévrismes, il faut savoir les rechercher parce que ça siège dans des sites de prédilection. Donc, c'est les zones de bifurcation, c'est la terminaison carotidienne, c'est la bifurcation sylvienne, les communicantes antérieures, la bifurcation du tronc basilaire et la pica. Et plus rarement, on peut avoir des anévrismes au niveau de la communicante postérieure ou bien au niveau des péricalèses. Donc, ici, nous avons un exemple
d'anévrisme de la pica, d'où la nécessité donc de réaliser un âge scanner qui explore tout le crâne, depuis le formel de magnum jusqu'au vertex. Alors, donc, un autre message important, c'est que les hémorragies, les anévrismes sont souvent associés. Donc, dans 20% des cas, on a une association d'anévrisme, de multiples anévrismes. Donc, il ne faut pas se limiter à un anévrisme, il faut en chercher d'autres causes. Ici, on a l'exemple d'anévrisme en miroir au niveau des bifurcations sylviennes. Le syndrome anévrismal est également une cause de céphalée bruitale. Donc, cliniquement, on a des céphalées aiguës en cours de tonnerre, avec une acquisition scanographique spontanée qui ne retrouve pas d'hémorragie sous-arachnoïdienne, et l'angioscanner montre la présence d'un anévrisme. Donc parfois, au niveau de la ponction lombaire, on peut avoir des stigmates hémorragiques, mais pas toujours. Mais c'est l'IRM avec l'imagerie de paroi, notamment la séquence 3D T1 écho de gradient GADO, qui va confirmer la fissuration avec la prise de contraste au niveau de la paroi anévrismale. Donc ici, nous avons un exemple chez un patient qui présente des céphalées brutales en court tonnerre. Donc la séquence TOF montre un anévrisme de la bifurcation du tronc basilaire, et l'imagerie de paroi, donc encore appelée imagerie sang noir, le 3D T1 écho de gradient avec injection de gadolinium montre donc cette prise de contraste. Ici on a la même chose sans injection, et l'injection de prise de contraste qui montre la prise de contraste au niveau de la paroi anévrismale. Donc on est dans le cadre d'un syndrome fissuraire. Le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible est un syndrome radioclinique qui survient le plus souvent chez les femmes d'âge moyen. Ça donne des céphalées en court tonnerre récidivantes, déclenchées par l'effort physique. Et à l'imagerie, on a des sténoses segmentaires, des artères intracrâniennes, et ces sténoses sont réversibles en moins de 3 mois. Donc c'est un syndrome qui est considéré comme rare, mais la fréquence est probablement sous-estimée. Elle peut être primaire ou bien secondaire à la grossesse ou bien l'utilisation de facteurs vasoactifs. Comme je vous l'ai dit, l'imagerie, donc le scanner sans injection peut montrer une hémorragie sous-arachnoïdienne, mais qui est localisée au niveau des sillons de la convexité. Donc c'est une hémorragie sous-arachnoïdienne de faible abondance, et l'injection va montrer donc les multiples sténoses qui sont proximales et distales, bilatérales et diffuses, et qui intéressent les systèmes antérieurs et postérieurs. Et ces sténoses peuvent être séparées de dilatation focale, donnant l'aspect en collier de perles. Donc ce syndrome de vasoconstriction est fréquemment associé à des hémorragies intracérébrales au niveau des territoires corticaux ou au niveau profond, des infarctus cérébraux qui atteignent le plus souvent les territoires jonctionnels, ou un pré-syndrome. Donc là on voit un angioscanner dans le cadre d'un syndrome de vasoconstriction réversible avec des sténoses de la cérébrale antérieure, donc ces zones de sténose qui sont séparées par des dilatations segmentaires donnant cet aspect donc en collier de perles. Mais il faut noter que le plus souvent l'angioscanner est normal, et c'est l'IRM qui va retrouver mieux ces sténoses. Ici on a de 64 ans qui présente des céphalées en court tonnerre récidivantes. La séquence frère retrouve une hémorragie sous-arachnoïdienne de faible abondance au niveau des sillons de la convexité. Et la séquence TOF, donc dans les protocoles céphalés, on réalise une séquence TOF qui explore le foramen magnum jusqu'au vertex, qui ne se limite pas au polygone de Willis. Et cette séquence TOF va montrer donc des sténoses ici au niveau de la A1, là au niveau de la cérébrale postérieure. Donc c'est des sténoses qui intègrent les systèmes antérieurs et postérieurs. Ces sténoses, ce qui va confirmer le diagnostic, c'est la réversibilité de ces sténoses en moins de 3 mois. Donc ici on a un patient de 38 ans qui présente des céphalées, 2 épisodes de céphalée. Donc la séquence TOF montre ici donc les sténoses de la circulation antérieure, ici au niveau de la cérébrale postérieure, et l'IRM de contrôle réalisé à 3 mois, donc montre ici on a une disparition de ces sténoses, ce qui conforte le diagnostic de vasoconstriction cérébrale réversible. La thrombose veineuse cérébrale, qui est la présence d'un thrombus au niveau des veines, des sinus veineux, des veines corticales ou bien des veines cérébrales profondes. Donc cette thrombose veineuse survient dans des facteurs est favorisée par des facteurs étiologiques qui sont multiples. On a les terrains prédisposants tels que les maladies hématologiques et les néoplasies. Il y a les facteurs précipitants tels que les infections et la grossesse. Donc dans environ 30% des cas, on ne retrouve pas de cause de ces thromboses veineuses.
Alors, sur le scanner, donc le scanner sans injection va rechercher des signes directs du thrombus, donc qui, localisé au niveau du sinus, va donner le signe du triangle dense, localisé au niveau de la veine corticale, va donner le signe de la corde. Donc, le scanner aussi va permettre de rechercher les complications de la thrombose à type d'hématome ou bien d'ischémie. C'est une ischémie qui n'est pas systématisée en territoire artériel. Alors, l'injection je vous rappelle, c'est pour une meilleure opacification du système veineux, il faut une acquisition à 45 secondes après injection de produit de contraste, donc il va montrer le signe du delta vide, une hypodensité au sein du sinus avec un rehaussement de la paroi du sinus. Alors, deux problématiques s'offrent à nous, surtout aux internes et aux déesses de garde. Parfois, il faut avoir du mal à différencier les granulations de Paccioni, qui donnent des hypodensités, des défects au niveau du sinus. Donc dans ce cas, il faut revenir sur les acquisitions non injectées et voir cette granulation de Paccioni qui est du LCR, c'est le dernier de l'arachnoïde, donc qui va être spontanément hypodense, donc il va avoir la même densité que le LCR. Donc si on a des doutes, c'est l'IRM qui confirme le diagnostic, c'est une variante, donc la granulation de Paccioni avec un signal qui est identique à celui du LCR sur toutes les séquences. L'autre problématique, c'est la lipoplasie des sinus latérales. Donc dans le cadre d'une lipoplasie, on peut avoir des problèmes de différenciation de la thrombose. Dans ce cas, il faut revenir sur les fenêtres osseuses et regarder le foramen jugulaire. Donc ici, on a un foramen jugulaire qui est petit, contrairement au côté contralatéral. Donc si le foramen jugulaire est petit, on peut dire que le sinus latéral est également hypoplasique. Donc l'IRM, le signal est variable, est très variable en fonction du temps, mais c'est la séquence T2 et de gradient qui va montrer un franc hyposignal. Donc c'est des séquences de susceptibilité magnétique. Donc l'ARM veineuse va préciser le siège des occlusions, donc, qui peuvent être donc, au niveau des sinus, des veines cérébrales ou bien au niveau des veines corticales. Donc, un exemple d'une thrombose du sinus latéral avec sur la séquence T2 étoile un hyposignal franc. Donc, après l'injection de gadolinium, on a un défaut de pacification de ce sinus. La dissection artérielle, c'est la survenue brutale d'un hématome de la paroi d'une artère à destiner cervico-encéphalique. Donc, ça peut être l'artère carotide ou bien les artères vertébrales. Ça survient le plus souvent chez les sujets de moins de 45 ans. Donc, c'est une cause fréquente d'AVC du sujet jeune. Cliniquement, ça peut être précédé parfois d'un traumatisme qui est mineur. Ensuite, surviennent des céphalées, des cervicalgies associées à un syndrome de Claude-Bernard-Horner. Et le syndrome déficitaire lié à l'ischémie donc, va survenir dans les heures ou bien dans les jours qui suivent. L'imagerie va montrer un hématome de la paroi qui va se manifester au scanner par une hyperdensité spontanée mais qui n'est pas toujours visible. Donc l'IRM est la meilleure modalité pour mettre en évidence cet hématome de paroi avec sur la séquence T1 PATSAT un hypersignal au niveau de cet hématome. L'autre signe à l'imagerie, c'est la sténose ou bien l'occlusion de l'artère concernée par la dissection. Donc ici, on a une sténose au niveau de la carotide interne et les séquences ARM dynamiques vont montrer cette sténose qui peut être étendue, longue, mais qui épargne le bulbe carotidien, ce qui nous permet de différencier les sténoses d'origine athéromateuse. Donc cette sténose qui épargne le bulbe dans cet aspect d'image en flamme de bougie. Les artérioveineuses sont des connexions artérioveineuses directes sans interposition de réseau capillaire. Donc, ces centres peuvent être de localisation sous-piale, donc à l'intérieur du parenchyme cérébral, donnant la malformation artério-veineuse. Ça peut être localisé au niveau de la bile, donc à la surface du cerveau, ou bien au niveau de la dure donnant les fistules durales. Donc, les circonstances de découverte de ces sténoses, le plus souvent, il s'agit d'une épilepsie ou bien d'une hémorragie. Mais parfois, on peut découvrir ces sténoses ces shunts, au cours de l'exploration des céphalées. Alors, l'imagerie, on va rechercher essentiellement deux signes également. C'est des vaisseaux qui sont nombreux
dilatée. Donc un exemple de malformation artério-veineuse avec un nidus localisé à l'intérieur du parenchyme cérébral avec dilatation des veines et des artères de drainage. L'autre signe, c'est l'opacification précoce du système veineux qui est surtout qui pose un problème surtout dans les fistules durales, parce qu'on va avoir des petites shunts artério-veineuses. Donc c'est l'ARM dynamique et l'artériographie qui vont nous permettre de mettre en évidence ces shunts artério-veineux. Ici, on a une ARM dynamique qui montre donc une opacification d'une artère occipitale, donc c'est les artères méningées, qui vient se communiquer avec le sinus latéral, avec l'opacification donc précoce du sinus latéral et du sinus sigmoïde au temps artériel. Donc ça, c'est les shunts artério-veineux, mais c'est vraiment l'artériographie qui est plus sensible pour détecter ces shunts artério-veineux. La carotidodynie, ou encore appelée carotidynie, donc c'est une description clinique qui est en chaîne, parce qu'il s'agit d'une douleur qui est au niveau de la carotide et qui est exacerbée par la palpation. Cette description clinique en chaîne est controversée parce qu'il y a plusieurs pathologies qui donnent la même symptomatologie, telles que les dissections, les maladies de Hartmann. Donc la description a été revue avec l'inclusion de l'imagerie. Donc on définit le typique syndrome qui est le transient plurivascular inflammation of the carotid artery, qui est un syndrome récemment décrit. Et 4 critères diagnostiques sont proposés pour diagnostiquer ce typique syndrome. C'est l'existence de douleurs donc, en regard de la carotide, plus ou moins associée à des céphalées. L'infiltration périvasculaire qui est excentrique. Donc il faut exclure les autres causes de céphalées, surtout vasculaires, mais également les causes qui ne sont pas vasculaires. Et l'amélioration des symptômes en moins de 2 semaines, soit spontanément, soit après la mise en place d'un traitement anti-inflammatoire. Donc là, on a un exemple de carotidodynie avec au scanner une infiltration des parties péricarotidiens, mais cette infiltration est mieux visualisée à l'IRM avec la séquence T1 écho de gradient, donc qui montre cette infiltration excentrique péricarotidienne rehaussée après injection de gadolinium. La réversibilité, l'amélioration de ces signes à moins de 2 semaines. Ici, on a un autre exemple, donc une infiltration de cette paroi et l'image des parties molles. Et l'imagerie réalisée à moins de 2 semaines montre une diminution de cette infiltration, ce qui comporte le diagnostic de carotidodynie. L'apoplexie peut être considérée comme une cause de céphalée vasculaire. Donc c'est l'emphysissement hémorragique d'un macroadénome. Donc devant tout céphalée aigu brutal, parce que l'apoplexie hypophysaire donne un syndrome de pseudo-hémorragie sous-arachnoïdienne. Donc il faut explorer la selle turcique à la recherche d'apoplexie hypophysaire. Donc il y a des facteurs qui favorisent cette apoplexie hypophysaire, tels que l'hypertension artérielle, les anticoagulants, les tests pulmonaux. Donc cliniquement, comme je vous ai dit, ça donne des céphalées brutales en coup de tonnerre et qui va s'associer à des troubles visuels, des baisses de l'acuité visuelle brutale et sévère. Donc pour parler d'apoplexie hypophysaire, il faut vraiment des symptômes cliniques qui sont aigus. Donc c'est la clinique qui détermine les symptômes. Sinon, si on est dans le cadre d'un macroadénome hypophysaire avec des stigmates hémorragiques, de nécrose hémorragique, on va parler d'hémorragie d'un macroadénome hypophysaire. Donc ici, on a au scanner une masse au niveau intracellaire qui élargit la selle turcique qui est hétérogène avec des zones en hyperdense et d'autres en hypodense. Et c'est surtout l'IRM donc, qui va permettre de poser le diagnostic avec un signal qui est hétérogène, un hypersignal T1, hyposignal T2. Donc, et avec un niveau liquide, donc c'est une masse intracellaire avec un niveau liquide qui élargit la selle turcique. Ici, on a un effet de masse sur les chiasma optique. Donc, ce sont ces signes associés à une symptomatologie clinique aiguë, brutale, qui font évoquer le diagnostic d'apoplexie hypophysaire. Donc, pour conclure, nous allons dire que les céphalées aiguës vont nécessiter toujours une imagerie en urgence. Donc, mais il s'agit d'une imagerie vasculaire. Donc, le scanner sans injection, même si normal, impose la réalisation d'une acquisition avec injection de produits de contraste. Et les origines vasculaires doivent être systématiquement éliminées.
Et il faut noter que le scanner et l'IRM normal n'éliminent pas le diagnostic d'hémorragie sous-arachnoïdienne, donc il faut avoir recours à la ponction lombaire dans ce cas. Je vous remercie.